Meiganga, dans la région de l'Adamawa, a vibré ce week-end au rythme d'une crise sans précédent. Des routes bloquées, des camions à l'arrêt et des voyageurs pris au piège ont mis en lumière un malaise profond parmi les transporteurs. Si le calme revient peu à peu, les revendications, elles, restent entières et annoncent que le problème dépasse largement le cadre de la circulation. On fait le point avec Alan Tekam. Une gifle bien appliquée, celle reçue par un conducteur de camion des mains d'un gendarme, a suffi à paralyser tout un pays. À Lokoti, près de Meiganga, l'axe national numéro 1 a été totalement bloqué pendant plusieurs jours, révélant un malaise beaucoup plus profond au sein du secteur de transporteurs routiers camerounais. Tout est parti de cette altercation qui a déclenché la colère des chauffeurs. Malgré les descentes du Lamido, de Meiganga, du préfet de Mbéré et du gouverneur de l'Adamawa, les transporteurs ont refusé de bouger tant qu'un document officiel signé, tamponné, ne garantissait pas la fin des contrôles abusifs. Un blocage total du trafic. Aucune entrée, aucune sortie. Des voyageurs coincés jusqu'à hier dimanche où le calme semble teigner et la circulation reprendre progressivement. Cette crise a surtout exposé une réalité dénoncée depuis des années. La multiplication des postes de contrôle. Entre Douala et Kousséri, les chauffeurs affirment franchir 94 points de contrôle. Gendarmerie, police, brigade mixte, prévention routière. Un parcours semé d'extorsion, de perte de temps et d'humiliation. Conséquence, des centaines de camions chargés de denrées périssables immobilisés, une menace sur l'approvisionnement des marchés et la crainte d'une flambée des prix. Le calme est revenu à Meiganga, mais pas les réponses. Les chauffeurs réclament désormais une réforme profonde pour mettre fin à ces contrôles excessifs qu'ils considèrent comme une véritable entrave économique. Le mariage de Eric Niat, maire de la commune de Banganté, nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun, célébré ce week-end en France, suscite un vif débat. Si l'acte est parfaitement légal, son choix d'organisation, cette cérémonie hors du pays interroge sur l'image et le rapport des élus à leur territoire. Griffith Ngomongo nous en dit plus. Le mariage d'Eric Niat, maire de Banganté, célébré à la mairie de Saint-Denis en France, continue de provoquer commentaires et réactions. Sur les réseaux sociaux comme dans sa commune, les avis divergent sur ce déplacement personnel du premier magistrat de la ville. Sur le plan juridique, aucune irrégularité. La loi camerounaise autorise tout citoyen à se marier à l'étranger pourvu que l'union soit célébrée dans une mairie légalement constituée et enregistrée auprès des autorités locales. Une fois transcrit auprès de l'ambassade ou du service d'état civil au Cameroun, l'acte reste valable sur le territoire national. Aucune obligation légale n'impose à un maire de se marier dans sa propre commune, encore moins dans son pays. La polémique est donc ailleurs, dans la symbolique. Pour une partie de l'opinion, le mariage d'un maire à l'étranger peut être perçu comme un manque d'attachement à la localité qu'il représente. Certains habitants estiment qu'une cérémonie à Banganté aurait renforcé la fierté locale et valorisé la ville sur le plan national. D'autres, au contraire, rappellent que le mariage relève de la vie privée et qu'un élu conserve le droit de choisir le lieu qui lui convient, que ce soit pour des raisons familiales, de discrétion ou de résidence. Ce débat souligne une tension persistante entre l'intimité des responsables publics et les attentes de représentation que leur fonction fait peser sur eux. Une tension qui, à chaque polémique du genre, relance la réflexion sur l'image, le rôle et les responsabilités symboliques des élus locaux. Une opération spéciale menée du 25 au 27 novembre par la Brigade nationale de lutte contre la fraude pétrolière a permis de saisir 1245 litres de gasoil issus de circuits illégaux. L'opération a été menée dans la ville de Yaoundé. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. À 12h passées de 9 minutes, vous êtes à l'écoute de Capital Info Midi sur Capital FM. L'actualité africaine est largement dominée par le Bénin où une tentative de coup d'État a été rapidement déjouée ce dimanche 7 décembre. Tôt le matin, un groupe de militaires a visé le domicile du président Patrice Talon et notamment le palais présidentiel. Une douzaine de mutins ont été arrêtés. Le chef de l'État est ensuite apparu à la télévision nationale pour assurer que la situation est
totalement sous contrôle. La CEDEAO a annoncé le déploiement de soldats pour soutenir les institutions, alors que le Nigeria a confirmé sa présence militaire à la demande de Cotonou. Un événement qui surprend à quelques mois seulement de la présidentielle. Le coup d'État qui a secoué le Bénin ce week-end relançait brutalement une question devenue centrale sur le continent, celle de la multiplicité des putschs en Afrique. Au-delà des fracas des armes, le renversement du régime révèle souvent une mécanique politique profonde, patiemment installée. Écoutez l'analyse éditoriale de Jean-Séraphin Kou. Le coup d'État manqué survenu ce week-end au Bénin, ce pays longtemps présenté comme stable n'est pas qu'un séisme politique. Il s'inscrit, voyez-vous, dans un dynamisme continental plus large, presque mécanique, qui donne à voir une succession de renversements de régime du Sahel au golfe de Guinée. Comprendre cette répétition, c'est reconnaître d'entrée de jeu que les putschistes ne surgissent jamais dans le vide. Au cœur de ces crises, il y a d'abord l'effondrement progressif de la légitimité politique, des élections contestées, une gouvernance opaque, des institutions perçues comme captives du pouvoir. Autant d'éléments qui fragilisent la confiance citoyenne tout en préparant le terrain aux ruptures brutales. Dans plusieurs pays, la classe dirigeante semble avoir opté pour l'isolationnisme, coupé des réalités, laissant un vide que d'autres acteurs essayent de combler. Parmi eux, des militaires frustrés, souvent en première ligne face à l'insécurité, observent l'inefficacité de l'État, la montée de la corruption et la dégradation des conditions sociales. Ces frustrations accumulées dans les casernes transforment parfois la tentative de putsch en acte politique. Hormis le fait de renverser le régime, les soldats réagissent visiblement à un sentiment d'abandon et à l'incapacité des gouvernants à protéger la nation. À cela s'ajoute une jeunesse exaspérée qui conclut rapidement à un avenir sans perspective. Fatiguée des promesses non tenues, elle considère parfois le putsch comme une rupture, un tournant nécessaire pour sortir de l'incertitude. Son adhésion tacite ou ouverte donne souvent une légitimité sociale immédiate aux putschistes. Enfin, il faut compter avec le nouveau contexte géopolitique marqué par la fin de l'unipolarité. La compétition entre puissances, leurs insuffisances croisées, leurs intérêts stratégiques ouvrent aux militaires des marques de manœuvre inédites. Les alliances se redessinent, les partenariats se renégocient et certains putschs deviennent autant d'outils de repositionnement international. Pour tout dire, derrière chaque coup d'État se cache un enchaînement de signaux, d'avertissements étouffés, de tensions sociales ou sécuritaires négligées. Le cas du Bénin en est une réelle illustration, l'aboutissement d'un système qui se fissure chaque jour qui passe. Charles. Et face à la résurgence des coups d'État en Afrique, les récits d'ingérence étrangère refont surface. Mais entre héritage historique et nouveaux rapports de force, la réalité est aujourd'hui plus nuancée qu'on ne le croit. Adrienne Dikwesa-Yakan. Derrière chaque putsch en Afrique, certains voient toujours une main noire, un acteur extérieur tapis dans l'ombre. Une idée héritée de l'histoire car pendant la guerre froide, l'ingérence occidentale, américaine, française ou britannique était bel et bien une réalité. De l'assassinat de Patrice Lumumba à la déstabilisation du Ghana de Kwame Nkrumah, en passant par les opérations secrètes au Bénin ou aux Comores, les services spéciaux intervenaient régulièrement pour soutenir des régimes alliés et contrer l'influence soviétique. À l'époque, l'Afrique était un terrain de confrontation globale. Mais ce chemin-là appartient en grande partie au passé. Depuis une quinzaine d'années, la majorité des coups d'État observés, du Mali au Gabon, du Burkina Faso au Niger, sont avant tout le produit de crises internes, effondrement sécuritaire, contestation sociale, gouvernance usée, rivalité militaire ou encore épuisement des modèles politiques issus des transitions des années 90. Ce sont des putschs endogènes portés par des armées et des logiques nationales, même si les acteurs extérieurs observent, exploitent parfois, mais ne déclenchent plus. Cela ne signifie pas que les influences extérieures ont disparu. Elles ont simplement muté. La Russie déploie son Africa Corps,
La Turquie renforce sa présence militaire, la Chine avance avec ses intérêts économiques et les Émirats arabes unis s'imposent comme acteurs financiers majeurs. Leur objectif n'est pas de monter les coups d'État, mais d'étendre leur influence économique, sécuritaire et surtout informationnelle. C'est l'ingérence 2.0 moins spectaculaire que les opérations clandestines des années 60, mais tout aussi structurante: propagande numérique, contrats militaires, investissements stratégiques, soutien diplomatique. Les leviers se sont modernisés et certains régimes africains les utilisent pour consolider leur pouvoir ou rééquilibrer leurs alliances. Déconstruire la main étrangère ne signifie donc pas être naïf. Oui, les coups d'État restent d'abord un miroir des fragilités internes africaines. Un sujet qui rappelle qu'entre mythe et réalité, l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle de la guerre froide, mais pas encore tout à fait souveraine face au nouveau jeu d'influence. Et derrière l'image spectaculaire d'un régime renversé, les coups d'État laissent des fractures profondes, souvent invisibles. Diplomatie paralysée, économie fragilisée ou encore société polarisée, un putsch ouvre rarement une nouvelle ère. Il expose surtout un pays à une instabilité durable, dites-vous Sandrine Egolo. Un coup d'État ne renverse pas seulement un pouvoir, il secoue tout un pays, parfois sans bruit. Dès les premières heures, l'isolement diplomatique s'installe. Les partenaires suspendent leurs aides, les financements se bloquent et la crédibilité économique s'effrite. Pour les populations, cela signifie très vite inflation, projets stoppés et avenir incertain. À l'intérieur, les tensions montent. Le putsch crée des lignes de fracture. Ceux qui applaudissent, ceux qui s'inquiètent et ceux qui se taisent. L'espace civique se rétrécit, les opinions se referment, la peur gagne du terrain. Le pays se met à marcher sur des œufs. L'armée elle-même ne s'en sort pas indemne. Purge, suspicion, rivalité, la cohésion se dégrade. Une institution censée protéger la nation devient elle-même un champ de tension. Et derrière ces secousses immédiates, un risque plus lourd apparaît, celui d'un cycle interminable de coups d'État. Une transition qui s'allonge, une gouvernance suspendue et la tentation immédiate d'un nouveau renversement. En réalité, les populations découvrent très vite qu'un putsch ne résout pas les crises, il en crée de nouvelles, plus diffuses, plus durables. C'est dans ces conséquences invisibles que se joue l'avenir de chaque pays frappé par un coup d'État. Alors que plusieurs pays africains entrent plongés dans les transitions forcées, la question n'est plus seulement de savoir pourquoi les coups d'État reviennent, mais comment y mettre fin. Une réponse efficace repose sur les leviers complémentaires. Lorraine Ekweme. D'abord, il faut commencer par professionnaliser l'armée. En effet, les putschs demeurent dans leur majorité le fait d'actions militaires qui profitent de failles internes, carrières politisées, frustration salariale, manque de discipline, absence de contrôle civil. Pour y remédier, les réformes du secteur de la sécurité doivent devenir prioritaires. Ensuite, il faut consolider les institutions républicaines, car là où la justice est faible et les élections contestées, la légitimité du pouvoir s'érode, ouvrant la voie à l'intervention militaire. Les priorités sont donc connues: une justice indépendante, dotée de moyens et protégée des ingérences, des commissions électorales crédibles, pluralistes et financées par la loi, une décentralisation progressive qui réduit la concentration dangereuse du pouvoir au sommet. Autrement dit, plus les institutions sont solides, moins elles basculent. Parallèlement, il faut combattre les dérives de gouvernance. En réalité, la corruption, le clientélisme, la centralisation extrême alimentent les frustrations populaires sur lesquelles s'appuient les putschistes pour se légitimer. D'où l'importance de rendre publiques les dépenses et marchés de l'État, sanctionner rapidement les élites corrompues, sans oublier de soutenir une société civile et des médias réellement indépendants. Il faut donc protéger les journalistes et garantir l'accès à l'information publique, financer les organisations non gouvernementales citoyennes spécialisées dans le suivi budgétaire et la démocratie locale. Au final, sortir du cycle des coups d'État n'est pas une utopie, c'est un chantier exigeant qui combine armée républicaine, institutions solides, gouvernance transparente, pression régionale et mobilisation citoyenne. Depuis 2020, une vague de coups d'État secoue particulièrement l'Afrique de l'Ouest, du Mali au Niger en passant par le Burkina Faso et la Guinée. Les putschs ne bouleversent pas seulement les équilibres politiques internes, ils redessinent aussi des alliances internationales du continent. Les explications de Daniel Yondou. En Afrique, les coups d'État ne sont plus seulement des ruptures institutionnelles.
Ils sont devenus de véritables tournants géopolitiques. À chaque putsch, les alliances se recomposent, les partenaires changent et l'équilibre des forces se déplace. Au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger, les nouvelles autorités ont tourné le dos à leurs anciens alliés occidentaux, en particulier la France, au profit de nouveaux partenaires comme la Russie, la Turquie ou la Chine. Ce glissement traduit une recherche de soutien militaire, mais aussi une volonté d'affirmer une souveraineté stratégique face aux pressions internationales. Dans le même temps, l'influence occidentale recule. Les opérations militaires étrangères sont contestées, les accords de défense sont remis en cause et les modèles de sécurité traditionnels concurrencés par de nouvelles offres jugées moins contraignantes politiquement. Mais la bataille ne se joue pas seulement sur le terrain militaire, elle est aussi symbolique et numérique. Discours anti-occidentaux, propagande, mise en scène du pouvoir, communication sur les réseaux sociaux, chaque régime cherche à légitimer ses choix et à rallier l'opinion publique. Derrière chaque coup d'État se cache ainsi une manœuvre diplomatique, un repositionnement stratégique dans un monde multipolaire. Comprendre ces basculements, c'est lire autrement l'Afrique de 2025 entre quête de souveraineté, rivalité internationale et recomposition des alliances. Alors que les crises socio-politiques alimentent les débats au Cameroun, la question d'un éventuel coup d'État divise au sein même de la population. Voici vos réactions compilées dans ce micro-trottoir réalisé par Alan Tekam. Pour moi, coup d'État égale guerre. Et franchement, le Cameroun n'a pas besoin actuellement qu'on parle d'une séparation entre les ethnies, entre les tribus, entre frères et sœurs. Nous avons plutôt besoin de paix. Moi, je pense qu'il faut rallier l'idée du père de la nation actuel qui dit toujours « je suis un mendiant de paix ». Tous nous devons résolument nous remettre dans le sillage de la paix. Regardez un peu quand les lions indomptables jouent. Les gens s'embrassent entre eux quand il y a un but. S'il y a une action, les gens discutent et tout. Personne n'a le temps de demander je vais parler avec toi, tu es quoi, Bamileke, Bassa ou ceci, cela et tout. Parce que la guerre passe aussi par ça. Actuellement, c'est le tribalisme qui a voulu revenir à travers cette consultation. Je pense qu'on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de repartir vers les coups d'État, vers une petite guerre civile, vers certaines choses qui vont déstabiliser les avoirs du pays. Déjà que nous avons très peu de routes bien encadrées et très peu de choses qui sont comme il faut. Donc vraiment, il faudrait que tous les Camerounais pensent la même chose, que nous devons faire la paix et rien que la paix. Envisager un coup d'État, c'est dire que nous n'avons pas d'institutions solides, parce que tout le monde peut résolument se dire je n'ai pas besoin de déstabiliser, allons aux urnes et chacun n'est pas éternel. Un jour, il y aura bien une séparation, il y aura un départ à la tête où nous pourrons chacun faire son choix calmement et se dire bon, ça a été ceci, maintenant demain ça doit être cela. L'idée de faire le coup d'État et tout, moi je pense que elle n'est pas bonne pour nous, elle n'est pas bonne de toute façon. Si la majorité peut choisir et tout, ça va mener les choses à bien. Le Cameroun ne peut pas être comme les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Cameroun est un pays démocratique. Pour qu'un coup d'État puisse se passer, c'est tellement impossible parce que nous respectons les institutions. Si jamais un coup d'État se passe ici au Cameroun, ça sera flagrant parce qu'il y a des rancunes. Les Camerounais ont des rancunes envers eux. Ça ne sera pas facile de pouvoir diriger un pays qui a plusieurs rancunes entre eux, entre nous-mêmes. Donc, pour ma part, le Cameroun n'est pas bien parti pour un coup d'État. Nous serons mieux de fonctionner comme nous fonctionnons avant. Dans la démocratie, quel qu'en soit le temps qu'il faudra, le dirigeant partira. Le coup d'État se passe en Afrique de l'Ouest parce qu'ils sont habitués à ce genre de problèmes. Ce qui s'est passé au Bénin. Mais le Cameroun n'en fait pas partie de ces pays-là qui peuvent avoir un changement par des coups d'État. Moi, je n'adhère pas à ce mouvement parce que quand il y a un coup d'État, il peut y avoir des manifestations auxquelles beaucoup de gens peuvent perdre leur vie pour rien. Moi, j'aurais préféré qu'on continue avec les élections et que les élections soient transparentes, qu'on respecte vraiment les droits de vote des citoyens, que de faire les coups d'État pour nuire aux autres. Parce que s'il y a un coup d'État et qu'il y a un mouvement, c'est les pauvres qui vont souffrir. Oui, c'est les pauvres qui vont souffrir. Donc, moi, je ne suis pas pour le coup d'État. Capital FM 102.7. La radio de la capitale.
À 12h passées de 24 minutes à Yaoundé, nous prenons l'actualité sportive du jour, marquée par la Panthère sportive du Ndé qui a remporté son match amical ce dimanche au centre d'excellence de la CAF en Bankomo. C'était face à Canon sportif de Yaoundé. Score 2-0 en faveur de Panthère sportive du Ndé. Sans transition, nous prenons l'actualité internationale et c'est avec Adrienne Dikwe-Sayakan. Adrienne, bonjour. Bonjour Charles, bonjour à tous. On commence en Côte d'Ivoire avec cette investiture d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat. Alassane Ouattara a prêté serment ce lundi au palais présidentiel du Plateau pour entamer son 4e mandat. Réélu le 25 octobre avec près de 90% des voix, il s'est engagé à défendre la Constitution et à préserver l'unité nationale. La cérémonie a réuni une dizaine de chefs d'État africains. Parmi eux, Denis Sassou Nguesso, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Bassirou Diomaye Faye ou encore Joao Lourenço. Les grandes puissances ont également envoyé des représentants, notamment les États-Unis et la France, tandis que l'Organisation internationale de la francophonie était elle aussi représentée. À 83 ans, Alassane Ouattara dit placer ce nouveau mandat sous le signe de la stabilité et de la continuité dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires. L'opposition, elle, continue de dénoncer un mandat jugé anticonstitutionnel. Dans les Grands Lacs, malgré la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, les armes continuent de tonner à l'est de la RDC. À peine quelques jours après la cérémonie de Washington, la situation sécuritaire reste explosive dans la plaine de la Rizizi, les rebelles de AFC M23 ont pris le contrôle de Luvungi, obligeant les habitants à fuir massivement vers Sangué et Ouvira. Des affrontements d'une intensité rare opposent les rebelles aux forces armées congolaises mobilisées avec des milices locales. Des tirs d'armes lourdes ont visé plusieurs localités après ce que certains décrivent comme une retraite des forces de défense pour éviter le pire. Sur le terrain, la population paie le prix fort, victimes civiles, maisons détruites, déplacements massifs pour beaucoup. L'accord signé à Washington n'est qu'un leurre. Les armes parlent encore, confient des rescapés. Au Soudan, une frappe de drone a visé une école maternelle et un hôpital à Kaloji, faisant des dizaines de morts. Jeudi 4 décembre 2025, la localité de Kaloji, dans l'état du sud Kordofan, a été frappée par 3 milices tirées depuis un drone. La première frappe a ciblé une école maternelle, la seconde un hôpital et la troisième a touché des civils venus secourir les blessés. Le bilan officiel s'élève à 79 morts, dont 43 enfants et 38 blessés. Des ONG comme UNICEF et Save the Children dénonce un crime odieux et une violation grave des droits de l'enfant. Même les secours n'ont pas été épargnés. L'hôpital visé a été touché alors que des civils tentaient d'évacuer des blessés. Le gouvernement soudanais a qualifié l'attaque de campagne de terreur. Cette tragédie s'inscrit dans un contexte de guerre civile prolongée au Soudan, autorisant à craindre une intensification des exactions contre les populations civiles si la communauté internationale n'intervient pas rapidement. On termine ce tour aux États-Unis où les autorités sanitaires abandonnent la vaccination systématique des nouveau-nés contre l'hépatite B, une précision et décision qui suscite un vif tollé au sein du corps médical. C'est un tournant majeur. Le comité consultatif du CDC a voté par 8 voix contre 3 pour mettre fin à la recommandation universelle d'administrer la première dose du vaccin contre l'hépatite B dans les premières heures de la vie. Dorénavant, seuls les bébés nés de mères porteuses du virus ou dont le statut est inconnu resteront automatiquement concernés. Pour les autres, la décision sera laissée aux parents avec possibilité d'attendre jusqu'à 2 mois. Cette politique, en vigueur depuis 1991, avait permis de réduire drastiquement les infections infantiles, mais de nombreuses associations médicales dénoncent un recul dangereux. Elles rappellent que l'hépatite B peut provoquer des infections chroniques et des cancers du foie et que le dépistage des mères reste imparfait. Les soignants redoutent aussi une hausse des inégalités, les mutuelles pouvant limiter la prise en charge et surtout, ils craignent une perte de confiance accrue envers les autorités sanitaires dans un contexte où la contestation anti-vaccinale gagne du terrain aux États-Unis.
C'est la fin de cette édition de Capital Info Midi, préparée par la rédaction sous la coordination éditoriale d'Angèle Bernfomor. Édition réalisée par Griffith Ngomango, à la mise en onde de Paulin Aounan, à la webdiffusion Alex Mvando, à la supervision générale Jean-Jacques Zeu. À ces micros de présentation, je suis Charles Akoa. Merci de votre fidélité. Passez un excellent début de semaine à l'écoute de nos programmes.